Pour cette dernière capsule du débat des candidats, nos 4 invités auront la chance de débattre entre eux du sujet de leur choix. Monsieur Mangin, je suis porte-parole aux ressources naturelles et je me préoccupe beaucoup parce que la Commission canadienne de sûreté nucléaire veut transporter 16 générateurs à récupérer de l'Ontario par le fleuve Saint-Laurent. C'est des réacteurs nucléaires, veut les transporter sur le fleuve, dans le Golfe et tout ça, les amener en Norvège. Et au niveau de l'environnement, c'est très préoccupant. Une chose qui m'a beaucoup déçue du Parti libéral, et pourtant je siège avec des collègues du Parti libéral à ce comité, c'est que votre chef, M. Ignatieff, s'est prononcé pour ce transport de déchets nucléaires. Comment pouvez-vous me justifier ça? La population est vraiment contre et je ne verrais pas comment on pourrait autoriser à ce que ça passe à Trois-Rivières. La réponse est fort simple, c'est ce que j'appelle le complexe pas dans ma cour. Éventuellement, il faut faire quelque chose, et comme j'ai dit, donc moi je suis pour l'action. Évidemment, ce qui est le plus important là-dedans, c'est de garantir une sécurité absolue dans ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il y ait un tsunami sur le Saint-Laurent, je dirais, dans les prochains mois, avec, je dirais, toute la peine que j'ai pour les gens au Japon qui ont dû souffrir ce genre de choses, et on sait effectivement le problème que ça a donné. Je répondrai que c'est exactement le même problème que l'asbestos, où votre chef même, M. Gilles Duceppe, a dit « oui, mais on peut le faire d'une manière sécuritaire, travailler avec les fibres d'amiante ». C'est exactement le problème et la même question. Mais en bout de ligne, il faut bien faire quelque chose, et donc j'appuie effectivement la décision de Michael Ignatieff, tout en insistant sur le fait, au niveau de la sécurité absolue qu'il doit y avoir. Lorsque nous serons satisfaits de ce genre de choses, oui, effectivement, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Il est certain que moi, ce qui me trouble dans ce geste-là, c'est le principe de précaution. Et il y a un principe aussi en environnement qui dit « gérons les déchets où ils sont faits ». Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de sites d'enfouissement proches des lieux où c'est fait. Et lorsque j'ai parlé au président-directeur de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à Ottawa, il me disait qu'il y aura de nombreuses centrales en Ontario qui auront à être démantelées. Donc, ce qui nous inquiète, c'est que le Saint-Laurent devienne l'autoroute des déchets nucléaires. Et est-ce qu'on peut s'assurer d'un principe de précaution élémentaire? Et dans la mesure où il n'y a pas d'acceptabilité sociale, les gens sont en désaccord avec ça, comment peut-on autoriser une chose comme ça? Je pense que vous devriez me dire que vous allez vous appliquer à faire changer votre chef. Je vais m'appliquer surtout à être sûr que, effectivement, le principe de précaution, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Mme Brunel, soit vraiment, je dirais, respecté. Et ça, oui, je travaillerai avec mon chef sur ce genre de choses. J'ai rencontré M. Michael Ignatieff, c'est lui qui, par exemple, je dirais, me disait, au niveau de fameux asbestos, il dit non, le Canada ne peut pas se permettre, même si on a la sécurité ici, au Canada, de l'envoyer dans des pays où on ne peut pas garantir cette sécurité-là. Donc mon chef, tout comme moi, nous sommes très conscients de ça et nous y travaillerons fort. Donc je peux vous donner au moins cette garantie-là, que oui, le principe de précaution sera respecté dans ses moindres détails, à 100%. Merci à vous deux. Maintenant, M. Mangin, vous avez encore le droit de parole cette fois-ci, mais ce sera avec M. Louis Lacroix, Pierre Lacroix, pardon. Et c'est M. Mangin qui a la parole en premier. J'aimerais commencer à comprendre, M. Pierre Lacroix, pourquoi, je dirais, votre gouvernement insiste tellement à acheter des avions de combat furtifs, alors que ce n'est pas tellement, je dirais, l'usage dont on a besoin. Ça représente des dépenses quand même extraordinaires. 30 milliards aujourd'hui, demain on ne sait pas, parce que le prix continue de monter. On va peut-être rappeler que ces 30 milliards, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'armement, alors qu'on pourrait utiliser cet argent en plein d'autres choses, surtout que le remplacement, je dirais, des avions n'est pas prévu avant la fin de la décennie. Votre position personnelle là-dessus, monsieur? Ma position personnelle, M. Mangin, est que l'achat des F-35 pour remplacer les fameux F-18 qui vont bientôt devenir en déchéance, va avoir quand même des retombées de 12 milliards de dollars et directement relié à 80 000 emplois au Canada et même avec l'industrie aéronautique montréalaise, et je crois même qu'il pourrait y avoir des retombées, possiblement, avec quelqu'un d'ici qui est Première Aviation, qui est dans le domaine de l'aviation. Alors, si l'achat des F-35, premièrement, qui est dû,
aussi pour la protection du Canada, la protection dans son entièreté. Le 12 milliards de retombées, le 80 000 emplois de sauvés de très haut niveau. Alors, je crois que c'est une décision qui est très bien justifiée par le gouvernement conservateur et je la soutiens. Puis-je être en désaccord avec vous sur ce point-là, puisque de fait, il n'y a pas, je dirais, dans la vision de contrat, un contrat d'ailleurs qui serait donné sans appel d'offres. Là encore, j'ai un autre problème, je dirais, au niveau de la démocratie. Okay? Vous n'avez pas inclus, effectivement, ce transfert qui doit être fait au niveau du Canada. Donc vous me dites des choses qui ne sont pas vérifiées pour l'instant. Ces 80 000 emplois, tant que je sache, ce n'est pas compris dans le programme. Vous n'avez pas pris cette garantie minimale. Donc d'où vous tenez ces chiffres-là? Est-ce que c'est votre chef qui, comme on le sait l'habitude, a, je dirais, une habilité extraordinaire à déformer les faits? Mais ça, je ne l'ai vu de nulle part, je m'en excuse. Donc c'est du vent ce que vous me dites. Ce n'est pas du vent, c'est appuyé par le plan économique de 77 pages qui a paru dernièrement. Alors, tous les chiffres sont là. Ils sont appuyés par les études qui ont été faites par notre propre gouvernement et qui seront d'ailleurs accessibles à tout le monde. Et peut-être même que d'ailleurs vous en avez une possibilité d'accessibilité immédiatement. Je comprends donc que c'est effectivement votre gouvernement, le gouvernement Harper, comme on l'appelle, et non pas le gouvernement du Canada qui dit ce genre de choses, mais qui n'est pas vérifié dans les médias, tant que je sache, et pourtant je l'écoute bien. J'aimerais aussi revenir sur l'aspect des méga-prisons. On a très bien montré que ces méga-prisons, en bout de ligne, ne servaient à rien. Au contraire, ça ne faisait qu'augmenter, puisqu'on fait davantage de criminels, des criminels plus durs. Comment pouvez-vous, vous, comme individu de Trois-Rivières, ou peut-être que vous voulez transformer notre prison, qui est un centre culturel, en méga-prison, auquel cas je trouve ça vraiment très très dommage, mais comment vous pouvez-vous soutenir ce genre de choses, comme personne, comme trifluvien? Nous avons ici beaucoup de pauvreté. C'est quand même pas des priorités bien mieux que les méga-prisons. Je parle à l'homme, là, monsieur Lacroix. En 10-15 secondes, écoutez. Premièrement, la prison de Trois-Rivières est de juridiction provinciale. Alors, que ce soit un gymnase ou une garderie ou quoi que ce soit, c'est une juridiction provinciale. Je ne peux répondre à cette question pour la prison de Trois-Rivières. Pour les autres... C'est de l'humour, monsieur Lacroix. Merci, mais votre question était quand même pertinente. Alors, pour le reste, je crois que les Canadiens méritent d'être en sécurité partout. Justement, nos aînés aussi méritent d'être en sécurité, nos enfants aussi. Et je pense que c'est par un système judiciaire incluant toutes les infrastructures nécessaires qui va faire que nous allons avoir un Canada sécuritaire pour s'y promener et y vivre à tous les jours. Merci, messieurs. Maintenant, c'est au tour encore à vous, M. Lacroix, mais cette fois-ci avec M. Louis Lacroix, où vous pouvez débattre ensemble. Vous avez 3 minutes. M. Lacroix, M. Louis Lacroix, vous parlez et vous ramenez constamment, je pense, l'histoire à toutes les questions qui vous sont posées, vous ramenez ça avec Gentilly 2. Pouvez-vous m'expliquer, est-ce que le Parti vert a d'autres priorités que de fermer la centrale nucléaire de Gentilly 2? Bien sûr. On a depuis 2010 notre vision verte, donc notre programme est en ligne, est accessible à tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et 360 jours par année. Là-dedans, on a justement des politiques en matière d'économie innovante, de collectivité dynamique et de démocratie véritable. Par contre, pourquoi j'insiste tant sur Gentilly 2? Premièrement, vous l'avez dit, vous avez insisté dans vos débats avec mes autres homologues aujourd'hui sur le fait qu'un député vert, un député de Trois-Rivières doit s'occuper des thèmes de Trois-Rivières. La centrale est dans le comté d'en face. Par contre, son impact est direct sur le comté de Trois-Rivières. Et donc, j'en viens à une contre-question pour vous. Comment est-ce que ça se fait que vous étiez au gouvernement et que vous n'avez pas pu, vous parliez de sécurité tout à l'heure, assurer la sécurité des Canadiens, des Québécois, concernant le transport des générateurs de vapeur de l'usine nucléaire sur le fleuve? Parce que la Commission canadienne de sûreté nucléaire a donné son accord,
Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement était obligé d'autoriser, lui, ce transport-là. Pourquoi ne l'avez-vous pas interdit? Bon, première chose parce que... je vais, en répondant à votre question, je vais quand même amener un élément et un fait. Le Bloc québécois s'amuse à faire peur à la population québécoise. Parce qu'il est faux de prétendre qu'il s'agit d'une situation qui est sans précédent. Actuellement, 50 000 colis d'isotopes médicaux sont transférés à toutes les années, par année, dans les rues de Montréal. Et les réacteurs génèrent encore moins d'unités qui sont des millivers, millisieverts, merci, parfait, génèrent moins d'unités de millisieverts que même ces isotopes médicaux. Ouais. Alors donc, s'il y avait du danger pour la population, et il y a des dizaines et des dizaines de spécialistes dans le monde du nucléaire qui se sont prononcés sur la sécurité de faire ce fameux transport-là. Il y a la question de la sécurité, M. Lacroix, Oui. mais il y a la question aussi, est-ce qu'on est obligé de le faire? Les isotopes médicaux, on en a besoin pour se soigner, pour faire des diagnostics, ainsi de suite. Transporter les générateurs de Bruce Power en Suède, on n'a pas nécessairement besoin de le faire. On peut traiter ces déchets-là ici. Et ensuite, en tant que gouvernement responsable et en tant que député de Trois-Rivières, est-ce que vous allez appuyer des organismes comme Sortons le Québec du nucléaire pour qu'il y ait une enquête royale, une commission d'enquête royale sur la question du nucléaire pour réviser les normes? Parce que les normes du Canada sont plus basses en matière de sécurité nucléaire que celles des États-Unis. Je vous donnerai peut-être un petit seconde pour répondre. Alors, ma réponse sera brève, mais précise. Avant d'appuyer qui que ce soit, je vais quand même faire des démarches d'études et de consultation. C'est une étude que je demande. Vous demandez une étude, mais moi aussi, parce que la décision de les transporter s'est prise avant que je sois député. Alors donc, présentement, je suis en course à la députation et je vous dirai que je vais faire les études nécessaires et je verrai qui on appuiera le temps arrivé. Je cède maintenant la parole à M. Louis Lacroix et Mme Paul Bournel. C'est M. Lacroix qui a le droit de parole en premier. Oui, bon. Ça fait quand même déjà un bout de temps que, en fait, dès que cette question-là est apparue dans l'actualité, la question, justement, des générateurs de vapeur de Bruce Power, vous avez donc donné votre opinion là-dessus et le Bloc s'est vraiment investi dans cette question-là. Par contre, sur la question plus large de la sécurité nucléaire au Québec et pour ce qui est de Trois-Rivières, vous avez, en tout cas, j'ai pas eu connaissance que vous ayez donné votre opinion quant à la réfection des centrales, et notamment celle de Gentilly. Oui, c'est certain que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque semaine, quand je me lève à Ottawa, je blâme les autres partis d'opposition et au pouvoir pour envahir les champs de compétences du Québec. La juridiction de la gestion de la centrale nucléaire appartient au gouvernement du Québec. C'est pour ça que même si on ne considère pas que l'énergie nucléaire est une énergie propre à cause de tous les déchets dont on est mal pris avec ça et qu'on essaie de les gérer, on sait que c'est au gouvernement du Québec, à Hydro-Québec, de prendre ces décisions. Le rôle du fédéral est au niveau de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui doit donner son aval au fonctionnement. Dans ce cas-là, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui a 65 ans d'existence, nous a pas prouvé qu'elle pouvait prendre des mauvaises décisions. Je trouve qu'ils en ont pris une mauvaise en ce qui concerne le transport, mais là, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne trouve pas que c'est une très bonne façon que les gens arrivent et maintenant s'interrogent, qu'on puisse regarder, parce que dans toute cette question du nucléaire, la donne a changé. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les coûts de réfection des centrales, avec l'expérience de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick, les coûts ont doublé, passé d'1 milliard à 2 milliards, les délais pour les réfections. Donc, il faut voir, est-ce que vraiment c'est une bonne décision d'affaires?